Donc, Joëlle Zask, vous êtes philosophe, maîtresse de conférences en philosophie à l'université d'Aix-Marseille, membre de l'Institut universitaire de France et du Centre Norbert Elias. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, dont, pour n'en citer que quelques-uns, Quand la place devient publique, aux éditions Le Bordelot en 2018, et plus récemment aux éditions Premier Parallèle, Écologie et démocratie, Se réunir du rôle des espaces dans la cité, et enfin Se tenir quelque part sur la terre, comment parler des lieux qu'on aime. Il y en a beaucoup d'autres, et je vous invite à aller faire un tour à la librairie de la Cartoucherie pour voir si ces ouvrages s'y trouvent. Joëlle, vous êtes spécialiste du philosophe américain John Dewey, j'espère que je prononce bien, et vos travaux de recherche portent notamment sur la démocratie participative, les conditions d'une culture démocratique et enfin l'écologie. Donc c'est des thèmes qu'on va bien sûr aborder ce soir, plutôt cet après-midi, mais il fait noir dans cette salle. Et le thème qui a été choisi pour ce temps d'inspiration, donc, c'est quel lieu pour renforcer nos liens. Et ce que j'aimerais commencer par faire pour entrer dans ce sujet, c'est justement essayer de caractériser avec vous, Joëlle, les lieux où on peut renforcer nos liens, où on peut faire ensemble, où on peut s'organiser collectivement. Et il y a justement une question sur laquelle vous avez travaillé, c'est les critères. Les critères qui font d'un lieu un lieu véritablement démocratique, pour reprendre vos mots. Un lieu où on peut vivre des expériences démocratiques. Et donc, peut-être petit détour pour commencer, puisqu'on va parler pas mal de démocratie. Quel est le sens que vous donnez au mot démocratie ? Alors, merci beaucoup de cette invitation. On l'entend ? Oui. Voilà, je réitère mes remerciements. Je ne vois absolument personne étant donné que je suis totalement aveuglée. Donc voilà, vous êtes une espèce de masse indistincte, si bien qu'on peut quand même accuser ce dispositif d'être assez peu démocratique, mais ça ne nous empêche pas d'en parler. J'ai même enlevé mes lunettes, je suis myope, donc, parce que de toute façon, ça ne change pas grand-chose. Et alors, c'est vrai que démocratie, c'est un mot qui a beaucoup de signification, qui a une longue histoire derrière lui, qui, disons, qui peut désigner une forme de gouvernement, un système de gouvernement, fondé sur notamment une constitution, un ensemble de règles, un ensemble de dispositifs institutionnels, un ensemble de lois, etc., etc., un mécanisme du gouvernement. Et puis c'est aussi, démocratie, ça s'entend aussi comme une culture. Qu'est-ce que c'est qu'une culture démocratique ? Ce qui est très particulier, disons, dans le régime qui est le nôtre, c'est qu'on a considéré, en tout cas dès le XVIIIe siècle, peut-être même avant, on a considéré que la démocratie gouvernementale devait reposer sur la démocratie culturelle. Enfin, c'est pas comme ça qu'on parlait à l'époque. On parle d'habitudes démocratiques, on parle de mœurs démocratiques, on parle de valeurs démocratiques. Le terme de Tocqueville, par exemple, qui est quand même un grand instigateur de cette vision, je dirais, culturaliste de la démocratie, c'est celui de mœurs. John Dewey, que vous avez eu la gentillesse de citer, parle d'habitudes démocratiques. Montesquieu fait la distinction entre les lois et l'esprit des lois. Mais est-ce que les lois peuvent aller sans l'esprit des lois, si vous voulez ? C'est très compliqué, ça, c'est des questions très fines auxquelles il n'y a pas de réponse dans l'absolu qui puisse être apportée. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que, comme le disait d'ailleurs John Dewey en 1938, lorsque les habitudes démocratiques sont affaiblies, eh bien, la démocratie politique cesse d'être sûre et finalement, elle est en très grand danger de tomber, ce qui a été évidemment le cas, en tout cas en Europe. Et donc, voilà, il me semble très très important d'élargir. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle d'alimentation, enfin de démocratie alimentaire, quand on parle de lieux démocratiques, etc., on a plus la connotation culturaliste à l'idée, à l'esprit, que, disons, le mécanisme de gouvernance qui préside à la vie de ces endroits ou de ces institutions. Mais en fait, ce qui est important, c'est de voir que les deux ils ne vont pas l'un sans l'autre. Par exemple, un jardin partagé, c'est une structure très particulière, parce que en fait, je trouve qu'on peut effectivement parler de la démocratie dans des termes très matériels. Un jardin partagé, disons, c'est un terrain commun subdivisé en lopins individuels, mais où il y a un gouvernement commun.
Donc par exemple, il y a des chartes, il y a des conventions. Donc là, c'est vraiment l'aspect, je dirais, la constitution, quoi. C'est le fonctionnement. Et par ailleurs, il y a aussi des habitudes, parce que si le voisin de Lopin commence à avoir des attitudes qui sont, je dirais, disons, contre-productives ou néfastes pour ses propres voisins, par exemple, s'il asperge sa parcelle de glyphosate, pour prendre un exemple très concret, voilà, il va plus jouer le jeu, c'est-à-dire il va, disons, et si tout le monde lui emboîte le pas d'une certaine façon, ou s'il se crée une zizanie, finalement la convention elle va perdre de sa force et de sa substance, et finalement le jardin partagé va certainement s'évanouir. Du coup, ce que j'entends, c'est aussi le fait que cette démocratie, cette citoyenneté, elle s'exprime dans des actions qui sont pas forcément, en tout cas c'est ce que vous exprimez dans vos travaux, pas forcément par rapport à un pouvoir en place, mais qui sont aussi en elles-mêmes. Oui, alors il y a cette phrase d'Aristote, vous voyez, c'est très très ancien, que j'aime beaucoup. Il dit il y a un gouvernement dans la famille. Et chez finalement tous les grands partisans et les grands théoriciens de la démocratie libérale, c'est le nom du régime dans lequel on est, d'une certaine façon, on va retrouver l'idée que la démocratie, elle commence à la maison. Et donc, effectivement, la démocratie ne consiste pas, ou la citoyenneté démocratique ne consiste pas à voter une fois de temps en temps. C'est ce que disait Jefferson aussi, 3e président des États-Unis d'Amérique, et qui a vraiment donné un peu un coup d'envoi à la démocratie libérale en défendant à la fois la participation du peuple au gouvernement et le système fédéral. Bon, là, on est en 1750, 1760, si vous voulez. Effectivement, l'idée, c'est que on va trouver, mais encore une fois, il ne faudrait pas distinguer les deux aspects, mais on va trouver des manières de se mettre d'accord, des manières de s'entendre, des manières de gouverner ensemble, des manières de faire qui permettent, si vous voulez, à un lieu donné ou à un territoire donné ou à un espace donné, que chacun réalise en gros ce à quoi il est bon, ce à quoi il tient, ce que sont ses désirs, ses objectifs, ses finalités, etc. Mais évidemment, tout en instituant ou disons en énonçant au fur et à mesure les règles qui permettent cette dynamique-là. Et ça, c'est vraiment important que les règles, les lois. Voilà, j'étais à un colloque de juristes et souvent on a l'impression pour les juristes que la loi, elle est comme gravée dans le marbre en fait, et que changer la loi, c'est vraiment déroger par rapport à une règle d'airain. Mais en fait, non. Enfin, je veux dire, les lois. Finalement, elles sont là pour nous aider à fonctionner, et à partir du moment où le fonctionnement est mis en danger, c'est que la loi elle doit être amendée, si vous voulez. C'est quelque chose de cet ordre-là. Donc on a toujours les deux à la fois. Je vous rappelle que gouverner, c'est tenir le gouvernail. Et le gouvernail s'entend de toutes sortes de pratiques. Ouais, c'est vrai qu'il faut gouverner la maison, gouverner son travail, gouverner ses passions, gouverner son embarcation, gouverner sa voiture. Et puis voilà, gouverner ensemble les choses qui engagent des activités communes. Alors si j'en reviens aux critères de ces lieux qui nous permettent justement de se gouverner, ou de gouverner ensemble, de s'auto-gouverner, quels sont-ils ? À quoi ressemblent les lieux, ou en tout cas quels sont les lieux qui sont propices à ces formes d'autogouvernement ? Alors, il y a beaucoup de choses à dire parce que, évidemment, les lieux sont très, très différents suivant les expériences qu'on souhaite y mener ou qu'on a en tête de mener avec autrui. Mais je dirais que, d'abord, pour commencer, puisque là, on est dans un tiers-lieu, c'est-à-dire on pourra revenir sur la définition de ce terme. L'implication politique des lieux troisièmes, des lieux où on rencontre, des lieux où on discute, des lieux où on converse, des lieux où on échange, des lieux finalement où on profite de la compagnie d'autrui et qui ont cette fonction de nous mettre en relation les uns avec les autres, elle est peut-être au fondement de la vie démocratique. Il y a quelque chose de fondamentalement politique et je dirais de fondamental à cette culture démocratique dont je vous parlais tout à l'heure, comme le salon est fondamental ou la family room est fondamentale dans la maison. Si vous voulez. On pourrait faire des tas d'analogies de ce type. Il y a un sociologue français qui a été un peu invisibilisé par Durkheim qui s'appelle Gabriel Tarde,
qui est très connu pour ses travaux sur l'imitation et qui écrit, disons, dans les années 1900. En particulier un texte qu'il consacre à la conversation, qui date de 1910. Et il dit ceci, en gros, c'est pas une citation exacte: si vous voulez régner en maître et que le despotisme s'instaure et l'arbitraire du gouvernant ne rencontre plus aucun obstacle, supprimez les lieux où l'on discute. Et ça, je crois que c'est très fort. Tant qu'il y a des lieux où on peut discuter, le pouvoir est partagé. Dès que ces lieux sont supprimés, le pouvoir règne sans rencontrer plus aucun frein à l'arbitraire de ses décisions. Et ça, c'est absolument fondamental. Le droit d'association, si vous voulez, et le droit d'exprimer sa pensée ne vont pas sans le droit d'avoir des lieux où on puisse faire cela. Parce que si ces lieux n'existent pas, l'expression de la pensée n'est plus libre et la possibilité de s'associer les uns avec les autres et de se rencontrer est supprimée à la racine, si vous voulez. Donc penser au lieu, c'est penser à ce qui, en réalité, et même si ça n'est pas marqué dans la Constitution, et c'est bien dommage, puisque finalement, je dirais, toute la dérive agro-techno-capitaliste et industrielle s'est faite sur la base de la disparition des lieux où on discute. C'est ça le problème, en fait. C'est-à-dire que la liberté de s'associer, la liberté d'échanger, la liberté d'exprimer sa pensée n'ont jamais été attaquées dans le cadre des démocraties libérales. Mais par contre, la raréfaction des endroits où c'est vraiment possible de le faire, d'endroits qui nous accompagnent en fait, d'endroits qui seraient presque des partenaires finalement de nos interactions, c'est ça qui a fait le lit du centre commercial, de l'industrie, de l'agro-business et tout ça. Enfin, on voit vraiment dans le concret, moi j'habite à Marseille, c'est pas tant, mais dans le monde entier, on voit que finalement, et même l'espace, disons les espaces virtuels ne remplissent absolument pas cette fonction. Ce ne sont pas des lieux où on discute. Ce sont, voilà, bon, ça c'est encore un autre sujet. Donc maintenant, pour penser, ça c'est la deuxième partie de la réponse, pour penser les lieux, il faut, alors il y a 1000 choses à dire, mais je vais essayer de faire très, très bref. En tout cas, à partir du moment où on se demande quels sont les lieux qui sont susceptibles d'accompagner des modes de vie démocratiques, quels sont des lieux qui sont susceptibles d'accueillir des habitudes démocratiques, c'est-à-dire l'autogouvernement. À ce moment-là, déjà, on a fait un immense pas. Parce que ce que je voudrais simplement dire, après on pourra rentrer sur des critères, enfin, sur la question des critères, ce qu'on peut dire d'abord, c'est que la question, elle n'est pas posée. Et ça me semble très frappant. J'ai étudié les places publiques qui d'ailleurs ne sont pas nécessairement démocratiques, puisque souvent public est associé à démocratie, mais ça c'est un raccourci fallacieux, parce qu'en réalité, il y a des espaces publics fascistes, il y a des espaces publics nationalistes, il y a des espaces publics coloniaux, il y a des espaces publics monarchiques, bien sûr. Tous ces régimes ont besoin d'espaces publics et ils ont une pensée architecturale et urbanistique de ces espaces qui est extrêmement prégnante, extrêmement présente. Je veux dire, Hitler ne se promenait pas sans son architecte, si vous voulez. Pareil pour Ho Chi Minh, pareil pour je ne sais pas moi, Mao Zedong, etc., qui crée Tiananmen, une place qui est une petite place, une place destinée à accueillir 1 million de gens. C'est lui accompagné de son architecte, qui ont inventé cette espèce d'esplanade. Pareil pour Meydan, Tahrir, la place de la République, qui sont des travaux haussmanniens. Enfin, si vous voulez, tout ça est accompagné d'une vision politique, mais qui n'est pas du tout démocratique. Pas du tout, du tout. Et donc, ce qui est vraiment très frappant, c'est qu'en démocratie, on ne se pose pas la question. Comme si, finalement, on n'avait pas besoin. Comme si les lieux où on a, comme disait Lefort, ça a été tellement utilisé, mais ça nous a complètement intoxiqués. L'idée que le pouvoir n'est nulle part. En démocratie, le pouvoir est en tout un chacun, donc il n'est logé nulle part. Donc on n'a pas besoin de lieu, puisqu'il est un peu en chacun d'entre nous. Le pouvoir ne se montre pas. Et donc, voilà, on est resté à cette idée-là que la démocratie est un non-lieu. Elle est sans lieu, en fait. Elle est dans la elle flotte quelque part dans la stratosphère. Si je tire le fil de cet exemple des places publiques, est-ce que on peut aussi décrire matériellement en quoi aujourd'hui elles ne sont pas nécessairement propices
à des expériences démocratiques. En quoi nos places ne nous permettent pas forcément de, entre guillemets, bien nous réunir. Oui, alors il y a énormément de critères, mais il y en a un qui est assez évident, c'est que, disons par exemple, une place dans laquelle on ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas s'asseoir, on ne peut pas se poser, on ne peut pas se donner rendez-vous, c'est une place qui ne va pas avoir un fonctionnement démocratique. Je veux dire disons une place démocratique, c'est déjà une place qui permet une multitude d'activités qui vont voisiner les unes à côté des autres, sans s'empêcher mutuellement, mais en même temps, parfois, si on en a envie, si on le souhaite, qui pourraient se féconder mutuellement. Donc ça, c'est très important. Ensuite, je dirais, il y a un dispositif qui est très simple, c'est la déclivité. Par exemple, agora, ça veut dire marché. C'est-à-dire que la bonne place, c'est une place du marché. C'est-à-dire une place où on échange. On échange des marchandises, on échange des idées, on échange des arts, des spectacles, on échange des opinions, bien sûr. Les philosophes, Péror, la justice est rendue sur la place. On assiste à des jeux aussi. Par exemple, les places grecques étaient équipées d'éléments démontables et notamment de gradins. Je trouve que c'est intéressant, l'idée qu'il y a un mobilier démontable qui soit ensuite rangé dans des lieux exprès. Donc, mais la déclivité, c'est important parce que ça permet de nettoyer la place et puis en même temps, ça permet de transformer chaque mètre carré de la place en lieu d'assise, en fait. Par ailleurs, ce qui est très important, mais alors je pourrais en parler très longtemps, mais c'est que je l'avais vu en participant rapidement à des nuits debout place de la République et après son réaménagement qui est totalement plane, si bien que quand on est au milieu de la place, on ne voit ni ce qui arrive de l'extérieur, ni qui se trouve à l'intérieur. C'est très difficile de se retrouver quand on est de taille moyenne, à moins d'avoir des échasses. C'est pour ça que, voilà, donc c'est très difficile d'y voir quelque chose, de se retrouver. Et ça a beaucoup fragilisé le mouvement de Nuit debout, le fait de ne pas pouvoir anticiper ce qui allait arriver de l'extérieur en particulier. Donc ça, c'est des éléments, Renzo Piano et Rogers, quand ils inventent la place Beaubourg, place, si vous voulez, dont la déclivité est très forte et qui est une place extérieure qui rencontre une place verticale qui est le centre culturel de Beaubourg, justement, ils pensent la déclivité comme un élément fondamental du vivre ensemble. Et je crois que c'est par rapport à la verticalité, par rapport à, finalement, toutes les figures très fortement géométrisées sont très très problématiques. Ça, c'est un autre élément d'ailleurs, j'y viens parce que beaucoup de places ont une forme géométrique, qu'il s'agisse d'un plan en damier, la trame hippodamienne, etc., qu'il s'agisse de circularité, qu'il s'agisse de giratoire, qu'il s'agisse de rectangle, etc., parfait. Et en fait, la géométrie, elle a une caractéristique très particulière, c'est qu'elle n'est pas susceptible d'évolution. Autrement dit, une place parfaitement géométrique, c'est une place sur laquelle ou en rapport avec laquelle vous n'allez pas pouvoir poser aucun geste. Autrement dit, vous en serez le consommateur, mais vous n'en serez jamais l'acteur. Et je me souviens, pendant la nuit debout à Paris, place de la République, quelqu'un avait enlevé une dalle fraîchement posée et pour y faire un petit jardin. Alors moi, j'avais trouvé ça mignon. Je me suis dit, voilà, on ne lui donne pas longtemps à vivre. Et de fait, le lendemain, tout était bouché, parce que de toute façon, la nuit debout était plutôt une journée assise, puisque le mouvement était évacué tous les soirs par la municipalité. Et le lendemain, donc j'ai retrouvé la même plaque, j'ai été voir si le petit jardin était toujours là, et il avait mis sous les pavés le potager. J'ai fait un article à partir de ça. Ça m'avait beaucoup touchée. Sous les pavés, le potager. Mais pourquoi il n'y aurait pas un potager en même temps qu'un lieu où puissent jouer les enfants, etc. Alors, ou un café, un bowling, un endroit où s'isoler, un jardin, etc. Pourquoi aussi cette dualité entre l'arbre et la place? Le jardin, c'est pour les femmes et les enfants. La place, c'est pour la masculinité, si vous voulez. Enfin, c'est aussi des histoires comme ça qu'on s'est beaucoup racontées et qui ont accompagné, par exemple, la construction des villes haussmanniennes, etc., etc. Donc tout ça est très, très intéressant à questionner parce que je pense que quand on se balade, quand on regarde les places, même quand on regarde l'espace qui est là, en fait, il ne faut pas très longtemps pour chausser ces lunettes-là et pour habituer son regard à déceler
ce qui fait qu'on n'est pas bien et ce qui fait qu'on est bien à un endroit, ce qui fait qu'on peut se rencontrer, ce qui fait qu'on ne peut que circuler, ce qui fait qu'on est ramené à l'improvisation de sa propre expérience et au contraire ce qui fait qu'on est canalisé vers un acte prévu d'avance, en général rentable, etc., etc. Donc je crois que c'est vraiment des lunettes qu'il faut mettre sur son nez pour examiner aussi les matériaux, la vitesse du vent, la situation du soleil, la course du soleil pendant l'année. Tous ces paramètres-là sont absolument fondamentaux pour penser une place qui soit favorable à un vivre ensemble démocratique. Alors, il y a une notion que vous évoquez, et que vous évoquez beaucoup dans vos travaux, c'est celle d'expérience. On l'a touché du doigt à l'instant. Vous parlez de lieux que l'on peut pratiquer. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette posture de participant? Oui, alors en fait, j'ai envie de dire, ça fait partie de la définition de ce que c'est qu'un lieu par distinction avec un espace. Vous savez, ce qu'on appelle un espace public, c'est une expression qui s'est imposée assez récemment, il y a une trentaine d'années, en particulier suite à la lecture de Hannah Arendt et de la publication de la thèse de Habermas, qui date de 1966, et qu'on a intitulé en français l'espace public, alors qu'en allemand c'est la sphère publique bourgeoise, enfin bon, c'est assez différent. Et donc l'idée d'un espace public, c'est en fait un espace dans lequel le pouvoir se montre. Alors soit il se montre dans des régimes autres que la démocratie pour être édifiant, pour dominer, pour, disons, intimider, pour décorer aussi. On peut penser à la place du Pérou à Montpellier, au centre de laquelle trône une statue équestre de Louis XIV qui brandit une épée qui est le point culminant de la ville. Ça, c'est un dispositif très très typique. Vous avez un espace évidé, en général très géométrique, avec au centre quelque chose, un monument, une statue, etc., qui est destiné à être vu. Alors soit pour, comme je le disais, dominer, on va dire, soit pour être surveillé. Ça, c'est plus le côté démocratique, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, en démocratie représentative, le pouvoir se montre et les citoyens le regardent et soit ils l'acclament, soit ils le critiquent, quoi, en gros. Ça, c'est vraiment, disons, c'est un aspect utile de la démocratie, mais encore une fois, c'est peut-être, disons, c'est un moyen au service d'une fin qui est celle de l'expérience de chacun, qui est celle de l'autogouvernement, c'est-à-dire de l'expérience commune, en fait. Et de fait, par opposition à un espace public, un lieu public, en fait, est très précisément, disons, un espace dont un usage personnalisable est possible. C'est-à-dire à la fois un espace qui offre des tremplins d'expérience. Ça peut être des agrès pour des enfants, ça peut être un bowling, ça peut être... Voilà, j'ai beaucoup suivi la réhabilitation de la place d'Austerlitz à Strasbourg, par exemple, et je vous invite éventuellement à la découvrir si vous passez à Strasbourg, même si c'est assez loin d'ici. Et c'est une place qui a été justement co-imaginée par des habitants ou des riverains ou des usagers de la place avec des architectes et des urbanistes. Et elle a vraiment une très grande qualité, en particulier parce que, disons, la dimension de place et de jardin sont entièrement mêlées. D'ailleurs, soit dit en passant, les places démocratiques sont toujours des places écologiques. Enfin, c'était le cas du Forum romain, c'était le cas de l'Agora d'Athènes, bon, etc. Il y avait des arbres, il y avait beaucoup d'arbres, il y avait de l'herbe entre les pavés, etc. Et donc, je dirais qu'un lieu, il vous offre des prises. La place Meydan ou la place Tahrir, ou Tiananmen, si vous voulez, c'est la vaste esplanade, ou même la place de la République au départ. Il n'y a pas de prise, si vous voulez, il n'y a pas de tremplin d'action. Autrement dit, vous êtes livré à vous-même et que vous soyez ici ou là, c'est pareil. En fait, pour agir, il faut avoir des ressources, des éléments d'action qui fécondent votre imagination. Je vous renvoie aussi, si certains le connaissent, disons, aux aires de jeu imaginées par Noguchi, l'artiste américain, qui sont extraordinaires parce qu'il a beaucoup réfléchi à finalement qu'est-ce qu'on propose à un enfant pour ne pas l'embrigader, mais en même temps pour lui donner l'occasion d'exercer son expérience, d'exercer son imagination expérientielle, si vous voulez. Donc un lieu, il est fait de ça. Il vous offre des prises d'expérience, et je dirais c'est comme une œuvre d'art, c'est-à-dire que soit l'expérience qu'offre un lieu est multidimensionnelle et personnalisable, c'est-à-dire que dans l'idéal,
on pourrait faire chacun une expérience singulière d'un lieu. Je crois que c'est le cas d'une œuvre d'art, par exemple, qu'un lieu, disons, d'un nombre d'expériences indéfinies, en fait. Et en même temps, je dirais que les lieux, ils sont reconfigurés par ces expériences, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est très important, par exemple, qu'une place garde, je dirais un tiers-lieu, c'est pareil, mais qu'une place garde l'histoire de ces transformations, l'histoire des générations passées. Là, en général, la place, on la pense comme table rase, on fait table rase du passé. Et justement, une des caractéristiques des tiers-lieux, c'est qu'ils ont gardé quelque chose, des lieux dont ils procèdent, si vous voulez. Et ça, c'est important, il faudrait réfléchir à ce qu'il y a de fondamentalement aussi essentiel à une culture démocratique, cette espèce, je dirais, de culte, non pas du passé, mais de l'histoire. Non pas des mémoires identitaires plus ou moins fantasmées, mais de l'histoire, de la mémoire épaulée par la science historique, si vous voulez. Ça, c'est vraiment fondamental. Et en fait, les places, elles sont souvent pensées par table rase. On évacue tout, on arrache les arbres, on tue les gens, on déplace les animaux, on coule une dalle de béton, et là, on crée un ordre qui vous met sur la route de la spiritualité la plus haute et de la civilisation la plus parfaite, en fait. Et donc on voit qu'il y a une notion à la fois d'expérience, de multifonctionnalité, d'accueil aussi, c'est un mot que vous citiez. Donc ça fait écho, je pense que ça résonne avec beaucoup de tiers-lieux ici présents. Est-ce qu'on peut s'attarder maintenant justement à ces formes de coopération qui naissent dans ces lieux qui respecteraient ces critères propices aux expériences démocratiques? Est-ce qu'on a des exemples de types de coopération qui émergent de ces lieux et en quoi elles viennent répondre aux enjeux écologiques et sociaux actuels? Oui, alors là, c'est grande question. Grande question, effectivement. Je dirais que j'avais noté une citation de Ray Oldenburg, qui est quand même l'inventeur de cette notion de third place, de troisième lieu. Troisième lieu par rapport au premier lieu, qui est celui de la maison. Un peu en écologie, on parlerait de la niche, d'une niche par rapport dans un écosystème. Un écosystème est composé entre autres de niches, où chaque être, où chaque animal accomplit son cycle de vie, en fait. Et puis qu'il distingue aussi du deuxième lieu, qui est le lieu occupationnel, le lieu de travail, le lieu où finalement de production de la subsistance et choses de ce genre. Bon, même si on peut ne pas être tout à fait d'accord avec ces distinctions, mais le troisième lieu, il dit, c'est un phénomène du face-à-face, face-to-face phenomenon. Et c'est sa fonction, en fait. Et il cite d'ailleurs dans un de ses livres, dans un de ses articles, je veux dire, ou c'est un livre, il cite John Dewey, toujours le même, qui écrit cela. Et vous allez voir, ça fait le lien entre les deux aspects. Le cœur de la démocratie et sa garantie finale se trouve dans la libre association de voisins au coin de la rue pour discuter et converser librement. Le cœur de la démocratie et sa garantie finale se trouve dans la libre association entre des voisins qui se retrouvent au coin de la rue pour discuter et converser librement. Moi, je pense que cette affaire de face à face est absolument fondamentale et que les coopérations dont il s'agit ici sont nécessairement et intrinsèquement des coopérations en face à face. Le face à face, c'est très compliqué, c'est d'en parler en 3 minutes. Mais moi, il me semble que c'est une notion qu'on trouve d'ailleurs chez Gabriel Tarde, dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est une notion qui va se trouver au cœur d'une finalement très rare sociologie de la sociabilité. On se demande finalement, c'est quoi le fait social primordial? C'est ça que posent les sciences sociales. En philosophie aussi d'ailleurs, on se demande, mais quel est le début, le commencement, le fondement, la base de l'association spécifiquement humaine? Et ce qui est intéressant, c'est que la réponse, en général, elle va être un peu variée, mais elle va être du côté de la contrainte. C'est-à-dire que vivre en société, c'est finalement accepter la loi. On va trouver ça chez Durkheim, on trouve ça chez Freud, on trouve ça chez Marx, on trouve ça chez
chez un très grand nombre de fondateurs, si vous voulez, des sciences sociales ou de la pensée sociale, à savoir que pour vraiment s'associer les uns avec les autres, il faut qu'on renonce à quelque chose de sa liberté, c'est déjà Rousseau, bon, etc. Donc on va troquer notre liberté naturelle pour une liberté qui consiste à se donner à soi-même des lois et à les suivre. Bon, contrat social, etc. Et en fait, cette vision-là, elle est très très problématique. C'est-à-dire que finalement, on va penser l'État social comme quelque chose qui vous enlève une partie de votre liberté, qui vous enlève quelque chose, qui vous fait renoncer à vos pulsions, par exemple, chez Freud, qui vous fait renoncer à votre liberté naturelle, qui vous fait renoncer finalement parfois même à votre individualité. C'est le cas, d'ailleurs c'est ça que veut dire le mot collectif. Hein. Collectif, c'est la contrainte du fait social qui vous force finalement à abandonner quelque chose de votre individualité. Il vaut mieux dire commun que collectif de ce point de vue. Et donc, les penseurs, si vous voulez, qui vont faire qui vont être même en contradiction par rapport à cette vulgate, c'est quasiment une vulgate, qui vient beaucoup peut-être de la religion, enfin je laisse de côté ces aspects-là, et qui ont de bonnes années devant eux d'ailleurs. Donc ces penseurs, ils sont assez peu nombreux, mais je ne vais pas tous les citer, mais je pense surtout à Simmel. Et Simmel, il dit en fait ce qu'il appelle un fait social pur, le fondement même de l'association spécifiquement humaine, ce qui fait que les associations humaines, elles ont quand même des particularités par rapport à une association de frelons, une association de champignons, une association de moutons, une association, etc., de particules dans une molécule. Ce qui fait la spécificité, c'est le goût, le plaisir que nous prenons à la compagnie d'autrui. Et moi, je pense qu'il faut revenir à ces choses-là. Le plaisir de la compagnie d'autrui, si vous voulez, en fait, c'est un peu évident. Mais ce qu'il faut... Et donc, c'est ça, pour Simmel, ça, c'est le fait social pur. Ça fait écho à ce que dit Aristote, par exemple, quand il dit dans les politiques, une vie sans amis ne vaut pas la peine d'être vécue. Autrement dit, la sociabilité, disons la société la meilleure, c'est celle qui génère des amis, celle qui s'institue entre amis, si vous voulez. Et en fait, bon, chez Aristote, l'amitié n'a pas le même sens. C'est la philia, et il y a une philia, il y en a même chez les animaux d'ailleurs, mais il y a des philias de toutes sortes. Hein, il y a des catégories d'amitié en fonction des activités qui sont en jeu. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que cette philia, cette amitié, ce plaisir de la compagnie d'autrui, dont Tocqueville va faire aussi l'alpha et l'oméga de la démocratie culturelle. Hein. C'est vraiment très fort, il y en a quelques-uns comme ça. Ce fait social pur qui fait que nous prenons plaisir à nous rencontrer, à nous parler, à échanger. Ce qu'on appelle aussi d'ailleurs chez Malinowski la fonction fatigue du langage. Allô, ça va oui, on se dit rien, mais en fait on se parle. Et en fait tout ça, ça n'est pas une activité, disons, ça ne définit pas un champ d'activité ou d'expérience à part. Évidemment, si la conversation se cantonne à dire oui, ça va, allô, oui, bon, enfin, ça arrive un peu que c'est comme ça au téléphone, mais en fait, ça piétine et c'est pas intéressant. En revanche, ce que veulent dire ces auteurs, c'est qu'il y a cette qualité de sociabilité, qui n'est pas la convivialité, hein, c'est différent, mais c'est cette qualité de sociabilité qui va pouvoir donner une tonalité à toutes les interactions, quelles qu'elles soient. Qu'il s'agisse de faire le ménage, de faire pousser des légumes, de manger, qu'il s'agisse de faire l'amour, de se disputer même, d'élever ses enfants, d'enseigner, etc. Il faut de la philia, il faut du plaisir à la compagnie de l'autre. Et ce plaisir à la compagnie de l'autre, si vous voulez, il va donner une coloration très très particulière. Je pense qu'un tiers-lieu, il est fait pour ça en fait. Il est fait pour recréer du face-à-face dans une société qui, via les systèmes de mobilisation haineuse qu'il a mis en place et via des systèmes de séparation qui sont liés par exemple à la distanciation énorme entre la maison et le travail, au fait qu'on est, disons, enclin à prendre des transports qui nous isolent aussi les uns des autres, qui a fait de la maison individuelle un idéal, bon, etc. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et puis maintenant, évidemment, de toute l'industrie numérique dont l'impact écologique est absolument catastrophique, pire que le pétrole bientôt, hein, si on passe à la 8G,
c'est même pas la peine de faire des économies de diesel. Bon, enfin bref. Et donc, tout ça, en fait, nous isole beaucoup les uns des autres, voire nous rend un peu méfiants les uns vis-à-vis des autres. Et je pense que le retour au face-à-face, à ces interactions en face-à-face, est quelque chose voilà, qu'un tiers-lieu peut permettre, parce que très précisément, comme l'espérait Oldenburg, très précisément, cela peut nous permettre de réinitialiser en fait toutes les activités, non pas se substituer à des activités productrices, à des activités matérielles, à l'enseignement, comme on le voit ici, il y a un peu de tout, mais justement à fédérer tout cela via une espèce de pâte ou de ciment qui est celui de la sociabilité. Et ce sera la dernière question car le temps file. Et justement ce face-à-face qu'on peut retrouver dans les tiers-lieux, en quoi il est le socle fondamental de réponse aux enjeux socio-écologiques, pour faire le lien du coup entre démocratie et écologie. Oui, alors là aussi, je dirais que la pratique démocratique ou l'expérience démocratique qui tient d'un gouvernement a toujours affaire à une multitude de choses. Par exemple, Platon adore la métaphore du gouvernail ou de l'embarcation, si vous voulez, du navire, de la navigation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que justement, l'embarcation, avec le contexte qui est le sien, cette embarcation, elle forme un écosystème. C'est-à-dire que, en fait, bien gouverner, si on peut dire, l'embarcation, c'est tenir compte d'une multitude de variables. C'est tenir compte du vent, des vagues, c'est tenir compte de la vitesse de l'embarcation, de la nature des voiles, de l'équipage, de la coque, etc., etc. Ce que je voudrais dire ici, c'est que vous voyez que gouverner ici n'a rien à voir avec dominer. Ça n'a rien à voir avec, on va pas, disons, le capitaine du navire ou l'équipage du navire n'a évidemment pas la prétention de dominer la force du vent ou la hauteur de la vague ou la vitesse ou l'orientation du courant. Donc non, il fait avec tout ça. Et en fait, se faire avec, à mon avis, est un peu peut-être une manière très schématique peut-être, mais en tout cas efficace de désigner l'écologie. L'écologie est un faire avec. Alors, qu'il s'agisse de faire avec des plantes, de faire avec des animaux, de faire avec vos enfants, de faire avec vos vieux parents, de faire avec le voisin qui met la musique trop fort, de faire avec des gens dont on aimerait mieux qu'ils ne soient pas là, mais qui sont là quand même, de faire avec les amis aussi pour qu'ils restent des amis, etc. Enfin, voilà, de faire avec. Et faire avec suppose, c'est tout le contraire de la table rase, si vous voulez. Ça suppose justement de renoncer à la domination. Ça suppose aussi, bien sûr, des formes d'ajustement, je dirais d'adaptation en termes écologiques. Chez Darwin a consacré son dernier ouvrage au ver de terre, au lombric, pour montrer comment finalement il y a écosystème entre le lombric, le ver de terre et le sol. Mais il n'y a pas de sol, si vous voulez, c'est des activités transformatrices comme ça, qui sont faites à la fois de niches, comme je l'ai dit, et de corridors, mais c'est-à-dire de passage et où on communique les uns avec les autres, et de lieux où on peut se retirer pour, d'une certaine façon, par exemple, écrire son article, écouter de la musique, observer les champignons qu'on a ramassés dans la forêt, et choses de ce genre. Donc je crois que c'est vraiment, les interactions entre le dedans et le dehors sont absolument fondamentales pour penser l'écologie. Et justement, je crois que l'embarcation qui est sur l'immense océan est une bonne image aussi de cette relation entre tout ce qui circule et tout ce qui abrite. Et je crois qu'il faut vraiment les deux. Donc en fait, gouverner, c'est se penser comme membre d'un écosystème dont on prend soin afin qu'il dure le plus longtemps possible. Merci beaucoup, Joëlle Zesk. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.